Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ce que je vais appeler les chroniques de Soso. Ce sera un petit rendez-vous où je vous parlerai d'un sujet. Contrairement au portrait psychologique où l'on parle d'un seul personnage, ici on parlera d'un sujet plus global. Et pour ce premier épisode, on parlera de la gestion de la puissance dans la fiction, de sa signification, mais surtout de son rôle. Petit disclaimer, avant de commencer, il y aura bien évidemment du spoil. Mais ne vous inquiétez pas, je mettrai en description les univers dont je parlerai. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Alors, pour commencer, définissons la notion de héros et de puissance. Un héros est un personnage sur qui on peut compter. Il est puissant, courageux, et on peut avoir confiance en lui. Il est le sauveur, et est généralement un personnage qui débute en tant que nul pour finir dans les hautes sphères. Pour ce qui est de la puissance, c'est un état où le personnage obtient une capacité, que ce soit un pouvoir, une valeur ou connaissance, généralement après un événement scénaristique. Et cela peut se traduire de différentes manières. Premièrement, par l'héroïsme. C'est les fois où un personnage devient fort pour les autres. C'est le plus classique, et c'est ce que l'on retrouve dans la quasi-totalité des œuvres de fiction. Un héros qui devient fort pour sauver ses amis ou un être cher. Que ce soit un super-héros, un jeune garçon en passant par le chevalier, la puissance héroïque se traduit par un courage accru, l'obtention d'un pouvoir ou d'une arme, une volonté hors du commun, mais surtout la revalorisation du personnage car avant d'être héros, il est basique, voire insignifiant, et rêve ou va devoir par un événement quelconque devenir héros. Et c'est ce bouleversement qui le conduira à être un héros. Comme grand exemple de puissance héroïque, on peut prendre Izuku de My Hero Academia, qui grâce à l'acte héroïque de sauver son ami Bakugo, lui a ouvert l'accès à un tout nouveau monde, mais surtout le respect d'All Might, le super-héros numéro 1. Et depuis, il n'a fait qu'avancer pour aider les autres. Nous avons aussi Ant-Man dans Avengers Endgame, qui a donné la connaissance du monde quantique aux autres héros pour sauver le monde. Cette connaissance a à elle seule redonné l'espoir et l'héroïsme de notre équipe. Autre exemple, Link et Mario. Ce sont tous deux des personnages qui doivent sauver une princesse en détresse. Durant leurs aventures, ils obtiennent des pouvoirs et des capacités, en plus d'être courageux, et cela leur permettra de vaincre le méchant et de sauver l'être aimé. C'est la manière la plus simple de rendre un personnage puissant, lui faire affronter ses responsabilités en tant que héros et le récompenser pour ceci. Mais il y a aussi une autre manière de rendre un personnage plus fort, et cette fois, ça passe par le symbolique. Un événement marquant et nécessaire au développement du personnage qui va le changer. Ce changement se traduit par une meilleure compréhension du monde qui l'entoure, un changement d'opinion ou une élévation intérieure. La symbolique est une évolution complexe et qui est intrinsèquement liée au scénario. Goku qui passe en Super Saiyan 4 symbolise un cap de puissance encore plus grand que le Super Saiyan 3, mais qui est obtenu en retournant aux sources, en retrouvant sa vraie nature de Saiyan et en redevenant ce qu'il est vraiment. Le Gear 5 de Luffy, lui, symbolise la liberté, le rêve du roi des pirates. Cette transformation donne à Luffy un panel de mouvements et de capacités inimaginables, qui dépassent les limites du réel. Il n'a plus besoin de se casser la tête à apprendre des techniques compliquées. En Gear 5, ses désirs sont désordres. Le symbolique, contrairement à l'héroïque, a un sens qui ne peut être détaché du canon de son histoire. Expliquer le Super Saiyan 4 sans prendre en compte l'évolution de Goku semble peu utile. Une autre manière de montrer la puissance, c'est par le cosmique ou le divin. Cet état, c'est la transcendance, un stade où le personnage atteint un niveau tellement haut qu'il ne peut plus être humain. Pour questionner le divin et son rapport à l'homme dans la gestion d'autant de responsabilités et de force, mais généralement c'est juste pour faire de la grosse bagarre avec de la pyrotechnie partout. Des mecs qui explosent des planètes et des galaxies en un clin d'œil. On retrouve énormément ça dans les comics, avec toute une flopée de personnages arborant une forme cosmique super puissante qui génère tout plein de combats incroyables. Tout aussi excessif, on a Dragon Ball Super qui introduit le ki divin. Ki incroyable qui émane de personnes incroyables et super méga puissantes. Et plus ton ki est puissant, plus ta palette de couleurs grandit. C'est incroyable. En tout cas, le cosmique ou le divin représente généralement une évolution totale du héros. Un point qui a priori ne peut pas être dépassé, car dans la logique, il a atteint la fin du champ des possibles. Mais, le champ des possibles étant soumis à l'imagination de son auteur, il se peut que parfois un héros ne soit pas soumis aux principes de base. Et c'est ce qui crée des pouvoirs parodiques. L'omnipotence est l'une de ses capacités. Il peut tout faire, car rien ne peut l'arrêter. Peu importe si ce n'est pas logique, il n'y a pas de logique. Saitama de One Punch Man, qui peut littéralement vaincre tous ses ennemis en un coup, détruit totalement tout enjeu narratif. Mais c'est justement ce qui déplaît aux héros. Kirby du jeu éponyme qui peut tout aspirer, que ce soit bloc, objet, ennemi, et même des choses qui sortent de la diégèse du jeu, en aspirant notamment le boss et sa barre de vie. Le parodique n'a pas à être questionné, car il est avant tout sujet à l'humour ou à l'absurde, le parodique n'a pas de règles et le confronter avec quelqu'un d'autre n'a aucun sens. Voilà, c'est les manières les plus connues, simples, de gérer la puissance de personnages. Mais bien sûr ce ne sont que mes appellations, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Mais dans l'idée c'est ce que l'on retrouve généralement. Néanmoins ce n'est pas aussi simpliste. Il est possible de retrouver des mix, comme par exemple un pouvoir symbolique qui mène à l'état divin ou cosmique. Ou même un pouvoir héroïque qui est symbolique.
Je donnerai l'exemple de Gogeta Super Saiyan 4 dans Dragon Ball GT, qui a déjà la symbolique de la transformation mais aussi de la fusion. La maturité de Vegeta comparée à Dragon Ball Z, où il refuse de fusionner par honte, et ici l'acceptation de faire quelque chose d'honteux tant que c'est pour vaincre l'ennemi. Et Gogeta est la manifestation du caractère divin. Il est surpuissant, voire invincible, et est la récompense de tout un parcours initiatique. En plus de cela, il permet d'avoir un combat incroyable. Comme autre exemple, je prendrai Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette phrase est l'exemple même de l'héroïsme symbolique. Être héros n'est pas juste un jeu ou un passe-temps, et Peter Parker l'a bien compris. C'est malheureusement la mort de l'oncle Ben qui va permettre à Spidey de prendre conscience de ses responsabilités, et de devenir le héros qu'il est. Donc voilà, nous avons parlé de la gestion de la puissance chez les héros, mais la question peut se poser dans le sens inverse. Comment est gérée la puissance chez les méchants ? En effet, scénaristiquement, le méchant est toujours opposé au héros, et ses pouvoirs le sont aussi. Le méchant, ou l'antagoniste, est un personnage qui est censé terrifier, ou du moins imposer par sa présence une menace. Il est aussi possible de classer la gestion de la puissance des antagonistes en plusieurs catégories, assez différentes de celles du héros. Premièrement, nous avons l'absolu, le méchant qui écrase totalement le ou les héros. Sa force est symbole de peur, et il est une menace invincible, du moins au début. C'est la manière la plus courante de montrer qu'un méchant est fort. Nous avons Jojo's Bizarre Adventure qui utilise cette mécanique pour ses antagonistes principaux, être absolus qui ont un contrôle total et une suprématie sur des notions complexes comme le temps ou l'espace. Bowser de Mario qui est absolu dans l'univers du jeu, il est présent de partout de par son armée et qui même malgré la défaite ne perd pas pour autant. Il est tellement fort qu'il faut s'y prendre à plusieurs reprises pour le vaincre. One Piece avec Im ou Kaido, antagonistes surpuissants qui par des actes terribles montrent leur suprématie. Cette puissance est à leur service, que ce soit pour des idéaux ou pour le plaisir. Leur force est synonyme de terreur, mais n'est pas imbattable pour autant. Ils sont des obstacles au héros et sont des rouages de son développement. Leur défaite est généralement une conclusion au développement du protagoniste. Ensuite, très souvent utilisé, le miroir. C'est un moyen très simple de créer une dualité entre le héros et le méchant, que ce soit en termes de personnalité, d'idéaux, mais aussi de pouvoir ou de symbolique. Le bien contre le mal, le feu contre la glace, on le retrouve dans Game of Thrones avec les marcheurs blancs, mort contre vivant, chaleur humaine contre cœur de glace, et même vers la fin dragon de feu contre dragon de glace. Peu importe si l'ennemi est plus ou moins fort que le héros, tant qu'à un moment ils réussissent à se tenir sur un pied d'égalité, le miroir est actif. Autre dynamique de miroir très connue, et qui j'en suis sûr vous est directement venu à l'esprit quand j'ai dit ce mot, c'est Sport Hero. Vous savez, le jeu sorti sur Wii où l'on contrôle une bestiole bleue, que l'on peut modifier selon ses désirs et se faire des amis pour devenir plus fort. Tandis que de l'autre côté, le méchant est rouge et use de fourberie et de manipulation pour devenir plus fort. Oui bon, je rigole, et évidemment on va parler des comics. Quand on pense antagonisme en miroir, on pense inévitablement à Marvel. Spider-Man et Venom, littéralement les mêmes pouvoirs avec plus ou moins la même apparence. Hulk et l'Abomination, même force, même apparence. Captain America et Crâne Rouge, bleu contre rouge, soldat américain contre soldat allemand, etc., etc. On a certes une manière très simple de décrire un personnage et ses capacités, mais elle est compréhensible par tous. Et même sans chercher quelconque rapport philosophique ou métaphorique, le lien entre l'antagoniste et le protagoniste est directement visible. Bien évidemment, les catégories ne sont pas fermées, et il est aussi possible de voir des mélanges. Un méchant miroir symbolique, c'est le méchant identique au héros et qui sert à son développement. On a tous les doubles maléfiques qui sont généralement un moyen de faire prendre conscience au héros ce qu'il est et de lui faire prendre ses responsabilités. Les méchants emblématiques, qui sont des personnages miroirs, ou du moins qui ont un lien très fort avec le héros, il est récurrent et a généralement la même force de frappe que lui. Le Joker avec Batman, tous les Pokémon légendaires mascottes de version, donc Zekrom avec Reshiram, Dialga avec Palkia, et Zemmour avec Mélenchon aussi. Donc voilà, on va prendre pour habitude de sortir une petite morale à chaque fin de mes chroniques, et aujourd'hui ce sera juste de croire en vous. Peu importe vos capacités, peu importe ce que les autres pensent de vous, faites en sorte d'avancer. Trouvez-vous une source d'énergie, que ce soit la persévérance, l'amitié, l'amour ou n'importe quoi d'autre. N'abandonnez jamais, parce que si des personnages ont pu devenir meilleurs sans abandonner, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas ton cas aussi. Donc voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. L'idée m'est venue de tenter de nouveaux concepts en attendant les grosses vidéos. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair, que ce que j'ai dit est compréhensible, et surtout que ce soit pas long. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois, et promis, la prochaine fois la morale sera moins gnangnan. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, vous le savez. Et sur ce, ciao!